Bonjour tout le monde, je vous dis merci d'être là. Je suis Daphné Paul, éducatrice spécialisée. Je suis pas toute seule aujourd'hui. Salut Nadège. Allô Daphné. Notre sujet aujourd'hui, c'est le développement psychomoteur des enfants. Peux-tu nous parler de quel aspect du développement qu'il faut tenir compte chez une personne quand on parle de psychomoteur? Bonjour tout le monde. Tout d'abord, on va toucher le domaine moteur, mais on peut dire que le domaine moteur est divisé en deux composantes. Il y a la motricité fine et puis il y a la motricité globale. La motricité fine, c'est tout ce qui a trait comme à l'écriture, tout ce qui a trait à la main, à la dextérité, tout ce qui a trait à la coordination main-œil. Et puis, on peut parler de la motricité globale, tout ce qui a rapport avec le corps en général, par exemple marcher, courir, danser, tout ça fait appel au corps. Donc là, on parle de motricité globale. Nous qui sommes dans le domaine, on sait qu'il y a plusieurs troubles de motricité, comme la dysgraphie, c'est quand la personne a une mauvaise écriture. Il y a aussi la dyscalculie, quand la personne a des difficultés en mathématiques. Dans ce podcast, je sais que tu veux vraiment te baser sur un trouble spécifique qui est la dyspraxie. D'une façon claire, peux-tu nous dire c'est quoi, quelles sont les causes et les symptômes de ce trouble? Tout d'abord, la dyspraxie dérive de la motricité globale. La dyspraxie se définit aussi comme étant un trouble du développement qui affecte le contrôle, la planification et aussi la coordination des gestes, des fois qui rend les gestes difficiles à accomplir et puis il y a une certaine difficulté à coordonner tout le corps en général. Donc la dyspraxie se manifeste chez les jeunes enfants par une incapacité de faire des gestes ordinaires, par exemple s'habiller et danser, courir, faire son lit, tout ça. C'est vraiment très intéressant parce que on sait que dans le développement normal, l'être humain est programmé pour s'asseoir, se tenir debout et marcher puisque cela fait partie de son hérédité spécifique. Mais on sait également que le développement moteur se fait selon un processus continu d'interaction entre le bébé et son environnement. On parle des périodes critiques, c'est-à-dire des périodes sensibles. Dans cette période, le cerveau est vraiment disposé à absorber des informations. On doit profiter de ces périodes. C'est pour dire que le contexte environnemental, c'est vraiment important dans l'évolution de l'enfant et certainement le parent a un rôle à jouer. Le parent a un rôle clé à jouer et là, surtout dans la dyspraxie qu'on considère comme étant un handicap fantôme. Pourquoi on dit handicap fantôme? Parce que ça se voit pas. C'est comme c'est lent à voir. Des fois, c'est comme c'est un peu tard. C'est là qu'on va venir avec la période critique. Des fois, quand le parent s'en rend compte et puis c'est déjà trop tard. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle handicap fantôme. Donc, il faut faire très attention parce que c'est invisible. Parce que le plus souvent, cette maladie n'est pas détectée. Et puis, les parents, des fois, ils disent que les enfants qui sont touchés, tu es paresseux, tu veux pas faire d'efforts. Et puis, tu as un retard développemental. Loin de là, c'est pas ça du tout. Donc, c'est un dysfonctionnement du cerveau. Donc, il faut prendre à la base, qu'il faut aller chercher et puis qu'il faut encadrer l'enfant ou la personne qui est atteinte. Si je comprends bien, c'est un trouble qui n'est pas héréditaire. Non, c'est un trouble qui n'est pas héréditaire. Les causes de la dyspraxie ne sont pas connues, mais c'est pas héréditaire. Ça vient avec l'enfant. C'est comme l'enfant est né, mais c'est pas parce que son papa ou sa maman était dyspraxique et puis l'enfant est dyspraxique. C'est pas héréditaire du tout. Ça n'a rien à voir avec l'hérédité. Peux-tu nous donner des exemples des enfants dyspraxiques? Comment ils sont? Comment on peut vraiment voir qu'un enfant a des difficultés au niveau de sa motricité? De quelques exemples on va prendre des exemples courants qu'on vit avec tous les jours. Par exemple, un enfant qui est dyspraxique, c'est un enfant qui a de la difficulté à effectuer des gestes comme quotidiens, des gestes courants. Par exemple, un enfant qui a de la difficulté à s'habiller, de la difficulté à découper, de la difficulté à faire ses chaussures, à lasser, à se moucher et même faire son lit aussi. Donc, ces enfants-là sont particulièrement maladroits. Dans notre communauté à nous, en Haïti, le plus souvent, on appelle ces enfants-là, c'est comme n'importe. Comme on minimise tellement, donc l'enfant a certaines difficultés à faire des casse-têtes, à faire des Legos, des blocs aussi. Et l'enfant a de la difficulté de visualiser son espace. Des fois, l'enfant est dans une pièce et puis l'enfant reste comme ça, l'enfant tombe ou bien l'enfant marche, il y a un obstacle, il voit pas et puis il tombe dessus. Tout ça, c'est des exemples clés qu'un enfant ou une personne qui est atteinte. Un parent qui a un enfant qui a le trouble
dyspraxique, c'est vers quel professionnel on peut référer ces parents-là? Il y a plusieurs ressources disponibles pour venir à l'aide aux parents, surtout à l'école. Donc, un parent qui remarque, donc il faut faire attention surtout au jeune âge, qui remarque qu'un enfant a certaines difficultés et puis tu peux suivre l'enfant plus près et puis l'encadrer. Mais si tu vois que ça te dépasse, il y a des ressources disponibles à l'école, il y a l'ergothérapeute surtout qui va t'aider et puis qui va prendre en compte, qui va permettre à l'enfant de vivre avec ce trouble-là, qui va l'encadrer un peu plus, qui va l'aider à gérer et à accepter son trouble. Parce que c'est pas quelque chose qui va guérir à la longue, mais c'est comme on peut plus canaliser, on peut plus encadrer. Si je comprends bien, le professionnel clé, c'est vraiment... C'est l'ergothérapeute. L'ergothérapeute, c'est ça qui va aider. Donc, nous aussi, on a, comme la communauté, comme l'environnement immédiat, on a notre travail à faire, à l'encadrer, à l'aider dans son estime de soi, à l'aider à s'accepter avec son trouble et à vivre avec. On sait que la dyspraxie, c'est un trouble qui est méconnu par la plupart des gens, surtout dans notre communauté haïtienne. Je sais, comme tu viens de dire, on parle souvent de MIPOC et on minimise souvent les gens qui ont ce trouble. C'est sûr que quand on minimise ça, ceci peut agir sur l'estime de soi de ces personnes. L'enfant a tendance à se replier sur lui-même. C'est comme son estime de soi est brisée. Pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi un tel n'est pas comme ça? Et puis c'est ça qui va... Tout dans le compas, on dit que c'est un trouble intellectuel. Non, c'est pas un trouble intellectuel. Mais là, si l'enfant commence à se replier, à se mettre en retrait, et puis cet enfant-là a tendance à être dépressif aussi, et puis des fois il vit avec l'intimidation de ses pairs. Je te fais pas dire, je te dis Daphné à l'école, et ça va vraiment le chercher. Donc l'enfant doit être fort, vraiment fort pour ne pas se laisser intimider aussi. Donc si l'enfant trouve un bon encadrement, et puis ça va permettre à l'enfant de croire en lui-même et de vivre avec ce qu'il a, son trouble à lui. C'est tellement intéressant. C'est un trouble à ne pas prendre à légère parce que vraiment ça agit sur la personne, la personnalité, ça agit vraiment, sur l'enfant. Vraiment sur sa personnalité. Et donc là aussi, c'est comme, parce que là on peut pas faire de la prévention. C'est pas comme, oui, mon enfant est comme ça, je vais l'aider, ça vient avec lui, c'est neurologique, c'est un dysfonctionnement du cerveau. Donc on va l'aider aussi à faire face à ça. Nadège, c'est tellement inspirant ce que tu viens nous expliquer. En résumé, c'est quoi le dernier conseil que tu peux donner aux parents ou à toute autre personne qui côtoie un enfant dyspraxique? Il ne faut surtout pas comparer la dyspraxie à une déficience intellectuelle. Et on doit essayer d'encadrer l'enfant ou la personne qui est atteinte. Il faut l'aider à accepter et à gérer ce trouble et à vivre avec. On ne doit pas rester dans le déni. Il faut être prêt à collaborer avec les personnes ressources à l'école et puis l'ergothérapeute. Tout ça va favoriser la réussite et le développement de ton enfant. Merci beaucoup Nadège. Merci à toi Daphné, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Si ce numéro vous a plu, comme toujours, vous pouvez le partager avec d'autres parents, des personnes qui aspirent à devenir parents et à même des leaders, des enseignants. Je vous dis merci d'avoir été là. À bientôt.